Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est en direct sur la chaîne Bismart. Comme tous les jeudis matins, on va commenter l'actualité tech dans 2 secondes. C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech de Smart Tech en direct sur la chaîne Bismart comme tous les jeudis matins. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons le grand plaisir d'avoir deux grandes dames du numérique. Angélique Gérard, bonjour Angélique, présidente de la STEM Academy, et Margarita Zlatkova, directrice monde du développement chez Citag. Bienvenue aussi Margarita. Et puis Julien Pillot, incontournable Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Alors, on va parler de la nouvelle doctrine pour les achats publics du numérique. On va aussi chercher appel à la communauté, j'ai envie de dire, quelqu'un pour défendre le collier ami IA qui fait sa pub dans le métro parisien. Mais d'abord, je propose qu'on s'intéresse à un concours qui célèbre la création à partir de l'IA dans le cinéma. Ce soir, c'est la clôture de l'Artefact AI Film Festival. Donc, concours de court-métrage réalisé intégralement, nous dit-on, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Et pour lancer cette discussion, on est connecté avec François Brogui. Bonjour François. Bonjour Delphine. Vous êtes le co-organisateur avec MK2 de ce AI Film Festival. Donc, combien de films ont été soumis au jury cette année, puisque c'est la seconde édition? Beaucoup de courts-métrages, j'imagine. Ah oui, alors c'est la règle, hein. De toute façon, le format, c'est 316 secondes pour être précis. Donc, de toute façon, c'est un court-métrage format maximum. On a cette année 265 candidatures. Ok. Et alors, sont soumis au jury les 20 déjà présélectionnés par la rédaction de MK2. Donc, le jury, en soi, ne voit que 20 films. Voilà. D'accord. Et alors, je disais intégralement réalisé à l'aide de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, ça veut dire ça, c'est les images, le script, tout Non. est fait par des IA? Alors, la règle, c'est pas intégralement. La règle, c'est l'IA doit intervenir dans les 3 processus de production, mais libre aux réalisateurs, aux artistes, de faire ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont coché cette règle. La règle, c'est il faut utiliser l'IA en pré-production, en production et en post-production. Il se trouve qu'effectivement, à la fin, 80% des films, 90 même, sont réalisés intégralement en IA, mais il y a 10% des films qui sont soumis, qui sont du live action, et l'IA est un outil qui est utilisé en pré-pro, en post et en pro pour soit améliorer l'image, le son, s'aider sur le script, des mood boards, etc. Mais la règle du festival n'est pas de prompter et d'utiliser intégralement l'IA pour réaliser, puisque de toute Ok. façon, c'est pas ce qui est prôné ni par MK2 ni par nous. D'accord. Mais quel est l'intérêt de lancer ce type de concours? Alors l'intérêt, d'abord, il y en a 2. L'intérêt de manière générale pour Artefact, c'est qu'on est une entreprise, qui est soucieux, donc qui est spécialiste en intelligence artificielle, et je dirais le point de vue de l'entreprise, c'est que le sujet clé de l'IA, c'est l'adoption, par toutes les populations. Hmm. Donc ici, c'est la population créative, la population artistique du cinéma, mais notre doctrine ou notre idée, c'est que plus les gens vont connaître, comprendre et maîtriser les outils IA, plus ils en verront les limites, plus ça déminera les peurs, et ça aussi, plus ils auront un avis, je dirais, éclairé sur l'IA. Et ça, l'idée, c'est d'enlever les peurs, mais aussi de conserver, de voir les limites des outils. Donc, nous, on est toujours favorable à ce que les gens adoptent les outils pour en mieux comprendre les opportunités, les limites, et aussi pour pas que il y ait une élite intellectuelle sur l'IA et le reste de la population qui est dépassée par le sujet. L'autre intérêt, il est plus pour nous, hein, à titre personnel, chez Artefact, et pour MK2 aussi, c'est de voir finalement, c'est un test, quoi. Du coup, on voit comment les gens s'emparent des outils, comment les créateurs s'emparent des outils, quelles sont les tendances. C'est aussi un laboratoire qui nous sert aussi à observer ça. Et bien sûr, après, on est aussi ravis voilà, de lancer des jeunes artistes, entre guillemets, hein, parce que finalement, il y a quand même beaucoup, soit de jeunes, soit de réalisateurs plus confirmés, mais qui se mettent à l'IA, parce que bon, ils comprennent aussi que c'est un peu l'avenir. Et donc, ça permet de faire émerger des talents, des profils, des gens qui sont Nous, on est impatients de pour voir lesquels. le résultat, surtout qu'est-ce que ça va donner au final au cinéma, sur grand écran. Alors, vous pouvez pas nous Ouais, révéler les gagnants, puisque la clôture, c'est non, ce soir. ouais. Le président du jury, c'est Cédric Clapiche. Ça lui parle, lui, l'intelligence artificielle? Il l'utilise déjà?
C'est pareil, je pense que c'est la même curiosité qui l'anime, c'est-à-dire que c'est pas le profil, de réalisateur, le plus tech, du marché, mais comme c'est un outil qui arrive dans la production, dans la post-production et cetera, donc je pense qu'il a la même curiosité intellectuelle de voir comment les gens s'en emparent et évidemment que, il intègre ça maintenant à ses processus de production et post-production puisque de toute façon, il y a l'IA, c'est un gros fantasme parce qu'en fait l'IA existe déjà depuis longtemps, Ouais, quelque bah oui. part, dans les outils. Voilà. Après, il y a la générative AI qui est le cran du dessus, mais structurellement, il y a déjà des outils en post-production utilisés dans le cinéma qui sont déjà avec de l'IA embarquée. François Braudlier, je vais faire juste un tour de table pour savoir ce qu'en pensent mes chroniqueurs, mes commentateurs aujourd'hui sur cette irruption de l'IA. Parce que l'IA, ok, ça existe depuis longtemps, mais le vrai sujet, c'est l'IA générative, parce qu'on voit Bien énormément de sûr. créations aujourd'hui, audiovisuelles, j'ai envie de dire, mais enfin des petites créations audiovisuelles sur les réseaux sociaux à partir d'IA générative. Vous en pensez quoi? Alors, moi, je trouve ça super intéressant. Là, j'entends les chiffres, hein, 265 films, 90% qui sont effectivement conçus à 100% avec de l'IA. Je me posais la question, et donc je pensais pas que c'était aussi important. Je pensais qu'il y avait une hybridation réelle, imaginaire, plus importante dans le contenu. Alors c'est peut-être le biais parce que c'est un concours dédié à ça aussi. Peut-être, mais en tous les cas, il y a un signal très fort, c'est qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs AI natives qui sont en train d'émerger et qui réfléchissent plus avec l'IA qu'avec une caméra. Donc, 265 films, on peut dire aussi qu'on est vers un basculement industriel. Le cinéma a toujours en fait absorbé la tech, hein, donc le son, la lumière, le numérique. L'IA, c'est la suite logique pour moi, donc je trouve ça assez passionnant. Carton vert, vous êtes contente? Je suis contente, mais il y a des questions. J'ai aussi des questions sur le sujet. Je trouve ça positif parce qu'avant il fallait une équipe et des moyens. Aujourd'hui, on peut être bon en IA et avoir une vision, et donc ça ouvre le champ des possibles et ça démocratise en fait cet accès au cinéma. Il y a l'abaissement des coûts, il y a plein de choses positives. Après, il y a quand même l'impact aussi sur la désintermédiation de la production, l'impact sur les métiers. Moi, j'ai un copain qui faisait des voix pour des acteurs américains, il est au chômage depuis 1 an. Donc, on voit bien qu'effectivement, les cartes sont en train d'être battues. Qui volent les voix, c'est-à-dire qu'au-delà des métiers qui sont mis en danger, en plus, il y a quand même cette captation par l'IA, pas toujours dans les règles, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Hein. Julien? Moi, je vais donner un carton vert, mais sous condition. Oui. Non, parce qu'effectivement, ce que tu ne peux empêcher, il faut l'embrasser, et que le cinéma se nourrisse de nouvelles technologies, ça a toujours été dans son ADN, parfois pour le meilleur d'ailleurs. On peut penser à la façon dont la motion capture s'est imposée, notamment comme des réalisateurs comme Robert Zemeckis, par exemple, en ont fait des très longs métrages extrêmement impactants à leur époque. Parfois, on peut avoir un regard peut-être un peu plus critique ou un peu plus nostalgique, notamment lorsque l'animation 3D a remplacé l'animation traditionnelle, par exemple. Mais toujours est-il que l'IA est là, que ça ouvre la voie à de nouvelles façons de faire vivre des récits, de les produire, de les matérialiser avec de nouvelles compétences. On espère juste effectivement que ça ne rendra pas obsolète tout un tas de compétences et laissera beaucoup de personnes sur le carreau. On espère également que ce soit conforme sur le plan juridique, qu'il n'y ait pas de vol manifeste de données, qu'il n'y ait pas d'infraction aux droits d'auteur, aux droits d'image. On voit d'ailleurs que certains acteurs américains commencent à faire breveter leur voix ou leur gestuelle pour ne pas être quelque part disrupté par l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, je regarde ça plutôt avec un regard a priori bienveillant. Margarita, carton vert? Carton vert et je pense carton rouge. Moi, je vais être un peu plus partagée. Ça, c'est parce que l'ancienne juriste en moi prend aussi le dessus. La tech en moi est tout à fait d'accord avec Angélique, avec Julien. Moi, je trouve que c'est pour la première fois où on voit l'IA jusqu'à présent était un outil, l'IA générative surtout est utilisée pour beaucoup de choses. Maintenant, ça devient un partenaire créatif. Oui. Donc, on passe à un niveau qui me semble très intéressant et passionnant et que je trouve fascinant. Et cet accès aux jeunes créateurs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas les moyens de s'exprimer, de aussi montrer leur talent, je trouve ça fascinant. Mais le mais, pour moi, il y a tout un pan droit d'auteur, droit de la propriété intellectuelle, souveraineté des données, exploitation des données derrière. Effectivement, les métiers, je suis d'accord. Mais moi, j'ai un pan aussi qui est qu'est-ce qui se passe avec la créativité quand l'IA commence à se nourrir par elle-même. L'IA produit, l'IA fait tout, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'input humain. Qu'est-ce qui se passe derrière et qu'est-ce qui se passe aussi avec l'input humain quand moi je donne ma créativité à l'IA et l'utilise pour fournir cette créativité à d'autres créateurs derrière.
comment j'ai cette protection, la transparence, de savoir ce qui se passe avec les données que moi je donne, et aussi qui est le créateur, qui a le droit d'auteur, comment on protège ce créateur qui a donné aussi sa créativité à l'IA. Alors François, je sais que vous organisez en même temps quand même que la remise des prix une table ronde, c'est dire que vous êtes conscient quand même des sujets à débattre, table ronde sur les limites actuelles, les perspectives d'évolution. Moi je vous donne un carton vert parce que voilà, j'ai envie que ça progresse, qu'on s'empare de ces nouvelles technologies, qu'on fasse de la culturation, tout ça, mais pas de slop s'il vous plaît, pas de bouillie, parce que franchement ce qu'on voit quand même beaucoup aujourd'hui de création avec les IA génératives, voilà. Donc, j'espère que ce qu'on verra ce soir, ce sera d'un top niveau. Oui, François. Je peux répondre à 3 points qui ont été abordés. Ouais. Alors, d'abord, sur la partie juridique, protection du droit, etc. On fait vraiment, nous, chez Artefact, le maximum possible avec les outils et les moyens humains qu'on a pour justement protéger les artistes, etc. Donc, nous, pour être éligible dans ce concours, on demande le dossier technique, on demande vraiment la feuille de route créative de la personne qui a réalisé le film. Et on va aller regarder dans les prompts vraiment tout pour voir s'il n'a pas, par exemple, à un moment utilisé « fais-moi cette scène comme un plan de Tarantino », ce qui déjà contrevient au droit d'auteur. Donc nous, vraiment, dans ce concours qu'on maîtrise, parce que bon, la quantité est raisonnable, 265 films à checker, c'est beaucoup, mais c'est faisable. Donc là, ce que vous allez voir ce soir est à 99% garanti sur le fait que les règles sont respectées, que les outils utilisés sont des outils qui eux-mêmes sont plutôt valeureux et positifs sur ce genre de sujet. Donc voilà. Après, sur le rendu, etc., et sur ce que vous avez dit sur les films en entier, je redis qu'effectivement, on le voit et ça va arriver. On va passer d'un moment... L'année dernière, tout le monde avait laissé l'IA faire, entre guillemets, parce que justement, c'est le début, les outils sont puissants, etc. Là, on voit déjà que cette année, que en fait, l'humain, et donc l'artiste, dirige beaucoup mieux l'IA, qui devient finalement un quelqu'un qui est sur le plateau comme un autre, et il y a beaucoup plus de volonté d'aller rediriger, d'aller reprompter, etc. Et on assiste plutôt à une direction qu'à juste je prompte, l'IA fait un truc étonnant, et je vais faire avec. Donc en fait, je pense que... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a de l'humain dans l'intention, dans la direction et dans le regard. Oui, ça veut dire qu'on commence à apprivoiser, vraiment. Bon, et je peux vous donner un exemple. Très rapidement, parce que là, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Très rapidement. Il y a un lauréat ce soir, notamment, qui a nourri l'IA, non pas avec les contenus Internet, entre guillemets, parce que l'IA s'absorbe d'Internet, elle a nourri l'IA avec ses propres dessins et moodboards, c'est-à-dire que du coup, le modèle c'est un modèle qu'elle s'est créé elle-même, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est une approche artistique vraiment intéressante. C'est de la vraie créa. Ça fera peut-être partie des gagnants, qui sait. Merci beaucoup. C'est un lauréat ce soir. Merci François Brogui, je rappelle que vous êtes directeur général d'Artefact 3000. Nous, on enchaîne avec notre autre sujet, on va parler des achats publics avec cette nouvelle doctrine de l'État, publication d'une circulaire relative à cette commande publique par Anne Le Hénaff, la ministre du numérique et de l'IA, et puis David Amiel aussi, le ministre de la fonction publique, qui nous dit qu'on doit se désintoxiquer des outils non européens pour les usages critiques. Alors là, on parle bien des usages, on ne parle pas des données, parce que les données, ça c'est un domaine qui est réservé à la loi SREN, dont on attend d'ailleurs toujours les décrets d'application, je précise. Bref, cette circulaire, dont on attend la signature quand même encore du Premier ministre, nous dit que désormais, l'État, avant de choisir une nouvelle solution numérique, elle doit d'abord regarder ce qui existe, évidemment autour d'elle, déjà d'existant, mais sinon aller regarder sur le marché privé. Et ça, c'est un signal important de soutien à l'écosystème tech. Il y aura des ambassadeurs dans chaque ministère pour faire connaître ces solutions qui existent dans le privé. Et puis sinon, on construit une solution qui répond à son besoin. Ça répond à une grosse polémique sur la direction du numérique qui devient vraiment un fabricant important de ces solutions numériques. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Carton rouge, carton vert sur la doctrine. La nouvelle doctrine pour la commande publique numérique. Carton vert, ok, moi je vous dirai après.
Consensus. Alors, qui démarre? Allez, Angélique. Ouais, je peux démarrer. Je trouve qu'effectivement, en termes de souveraineté ou de résilience, c'est effectivement un point positif. Ça envoie un point positif aussi à tout l'écosystème, parce que ça veut dire que notre écosystème d'éditeurs et de start-up françaises sont dignes de confiance. Oui. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Ça viendra stimuler l'innovation si effectivement, au bout du compte, on choisit bien nos solutions françaises ou européennes. Je trouve que c'est en fait, on passe du slogan à l'action. C'est un vrai levier stratégique. Donc moi, je vois ça de façon très positive. Après, il va falloir aussi aider nos PME et nos ETI sur le sujet. Donc on a quand même des contraintes réglementaires importantes. On a besoin d'investissement. C'est quand même un gros sujet, le manque d'investissement sur ces solutions. Donc si effectivement, derrière, il y a un package global de politique nationale sur le sujet et que ça nous permet... Ça va quand même ouvrir le carnet de commandes de l'État, a priori. Ah oui, donc, puis c'est quand même ça va les conséquent. aider, Hein. ça. Je crois que c'est entre 170 et 300 milliards d'euros par an d'achats publics. C'est des marchés qui sont énormes, moi, non? j'avais pas ce chiffre Ouais, j'avais pour un l'achat doute. public numérique. Moi, j'étais Moins. plutôt autour de 4,5 milliards. Ah ouais, Mais c'est ok. marrant. J'ai plutôt tes chiffres, moi. Ouais, Plutôt ouais, le ouais, mien, c'est- c'est ouais. pareil donc aussi. c'est moi qui me suis... Ce qui concerne Ouais. le logiciel, je pense qu'il Sur y a le numérique, je crois qu'on est plutôt Ouais, sur le 4 numérique. milliards et Mais demi. au global, effectivement, c'est plus important, mais sur la partie numérique, ouais, c'est inférieur. Donc c'est quand même, ça vient stimuler toute une économie, donc c'est effectivement positif, donc que du plus. Ok. Moi, je suis Margareta. d'accord aussi. Je suis tout à fait. Je trouve que c'est un tournant aussi que moi personnellement j'attendais depuis un petit moment parce Combien sur de ce fois plateau, on mais a en demandé. général, on a débattu de ce sujet. Et pour moi, la souveraineté numérique c'est plus une question de technologie, c'est une question de stratégie pure. C'est quelque chose qui touche toute notre vie. Ça touche la santé, ça touche l'administration, ça touche la défense, ça touche tous les domaines. Et je trouve que c'est un signal fort effectivement pour les éditeurs et français et européens. Et ça devrait les aider à scaler, ça devrait les aider à monter en échelle, en maturité, parce qu'on manque la puissance des hyperscalers américains. Il faut qu'on soit honnête aussi. Je pense qu'on n'y est pas encore, ni en Europe, ni en France. Mais ouvrir ces investissements-là, c'est aussi d'abord effectivement une marque de crédibilité et de confiance, mais c'est aussi une possibilité pour eux de gagner justement cette maturité qui leur manque. Je trouve que c'est un signal extrêmement fort aussi pour toutes les solutions américaines, mais autres non européennes, parce que le marché devient pour moi beaucoup plus sain en termes de compétitivité, pardon, le terme Mais anglais oui. de concurrence. Ouais, Le biais de parler en anglais quasiment toute la journée. aucun Donc, problème. effectivement, de concurrence, parce que ça envoie le signal, maintenant, on a des alternatives et on attend de vous plus d'auditabilité, plus de sécurité des données, plus de localisation en Europe de vos data centers et d'hébergement des données, beaucoup plus de garanties de gouvernance de données. Et je trouve que cette concurrence-là, elle est beaucoup plus saine que celle qu'on a aujourd'hui. Julien. J'ai donné un carton vert, mais ça aurait Oui. pu être dans d'autres circonstances un carton orange, voire rouge. Parce qu'en vérité, mieux vaut tard que jamais. Et c'est pas quelqu'un qui parle de souveraineté, qui en parlait déjà lorsqu'il était jeune doctorant, en souveraineté technologique, plus à partir de 2017, souveraineté numérique, qui va quelque part distribuer un carton d'une autre couleur qu'un carton vert lorsqu'on a ce genre de directive. Mais elle reste vraiment au milieu du gué, parce que elle faillit toujours sur l'essentiel, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'est l'économie numérique. L'économie numérique, elle a quand même de grandes règles d'airain qu'un économiste ne peut ignorer, en tout cas un économiste qui travaille sur ces questions-là, notamment des rendements croissants d'adoption, des effets de réseau, des coûts marginaux décroissants, qui font que si tu veux travailler sur des solutions alternatives à des solutions qui existent déjà, tu ne peux pas te permettre d'avoir une stratégie de village gaulois fortifié. Il faut te mettre en situation de pouvoir battre les solutions existantes, pas juste les imiter, parce que si tu les imites, tu seras toujours moins bon sur le rapport qualité-prix que les solutions existantes. Ce qui, du point de vue d'un contribuable, n'est pas forcément une bonne nouvelle. Différemment, tu peux faire un peu autre chose, répondre à des Exactement. besoins d'une autre Donc manière. il faut réussir à soit justifier ce surcoût par un gain de souveraineté stratégique, et ça, ok, on peut l'entendre, et dans un débat démocratique, c'est bien de pouvoir le poser, soit effectivement de se dire, on prépare le coup d'après. Mais d'une façon générale, nul ne peut se prévoir de ses propres turpitudes. Il aurait été préférable qu'on écoute les économistes et les stratèges il y a 10-12 ans de cela, pour qu'on évite en fait de confier la fabrication de centrales nucléaires ou de missiles de défense nucléaire à des acteurs étrangers, parce que c'est exactement ce qu'on a fait dans le numérique en vérité. Donc qu'on essaie de rétropédaler, c'est très bien, prise de conscience tardive, mais certes salutaire.
attention, pas faire n'importe quoi sur le plan économique. Et là, vous parlez uniquement de la concurrence avec les opérateurs, enfin les fournisseurs de services américains. Moi, je pense que ça répond aussi à la concurrence en interne au sein de l'État, donc avec la direction du numérique qui fabrique ses propres solutions, parce qu'il y a eu quand même un grand coup de gueule de l'ensemble de la filière à travers Numéum notamment, pas seulement, mais notamment, qui a dit, mais attendez, là, vous êtes en train de nous faire concurrence, alors que nous, on existe sur le marché, on peut être des fournisseurs de services. Pour moi, ça répond à ça. Et pourquoi je mettrais quand même un petit carton rouge? Parce que, d'abord, il n'y a pas de critères qui permettent de dire de manière mesurée si on a bien évalué qu'il n'y avait pas d'autre solution dans le privé avant de faire soi-même. Et que sur les achats les plus importants, c'est la DINUM qui contrôle. Donc la DINUM va être jugée partie, puisque c'est elle qui fabrique aussi. Donc voilà, je ne pouvais pas être totalement satisfaite, mais je suis quand même d'accord avec vous qu'on est sur la bonne direction. Je voulais qu'on termine en réagissant au collier, ce pendentif qui intègre une intelligence artificielle qui est censée être notre ami. 24 heures sur 24. Ça s'appelle Front, d'ailleurs. Donc voilà, on ne s'y trompe pas. Les pubs nous disent « Je ne laisserai jamais la vaisselle dans l'évier. Je m'assois en terrasse, même en hiver avec toi. Je regarderai tous les épisodes avec toi. » Alors moi, j'ai trouvé ça très pathétique. D'autres ont trouvé ça scandaleux. Qu'en pensez-vous? Carton rouge, carton vert pour ce collier ami IA. Alors, et en fait, je lance un appel à qui va donner un carton vert dans la communauté. Je donne un vert pour un sujet et un rouge sur le reste. Alors Angélique, ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous allez défendre ce collier. Alors, je commence par le rouge ou par le vert? Le vert. Par le vert. Je vois un point positif sur ce sujet d'inclusion qui me tient à cœur. C'est que je pense que sur le marché de la santé, du handicap et des seniors, ça peut être un outil, un amplificateur en fait d'autonomie pour les personnes qui en ont besoin. Mais donc, en quel sens? Mais ça peut les accompagner dans leur quotidien, sur plein de choses, en fait. On voit Et puis, alors c'est drôle parce que effectivement, moi, je ne l'achèterais pas. Mais j'ai déjà Léo Clé by Meta. Et donc, c'est ça le sujet, en fait. C'est que tout va très, très vite. Et donc, je pense effectivement que les seniors ne pas sortir le smartphone avec lequel ils ne sont pas toujours à l'aise. Moi, je vois ma mère, mes grands-parents. C'est pas facile toujours. En termes d'interface, c'est vrai. Donc en termes d'usage, c'est ultra simple. Et donc je pense que ça peut, et notamment pour des gens qui sont en situation de handicap, ça peut être extrêmement précieux. Quelqu'un qui est non-voyant, ça peut être extrêmement précieux d'être guidé, de pouvoir interroger son guide vocal au quotidien, et de pouvoir circuler parce qu'on va lui dire précisément où il doit tourner, où il va trouver la boulangerie. Enfin, il peut y avoir plein de choses au-delà du frame, quoi. Ok. Après, je pense qu'il y a quand même un carton rouge derrière parce que. Non, enfin oui, c'était vert plus rouge. Oui, non, mais j'ai essayé de. On a l'IA qui quitte l'écran. Moi aussi, j'ai le collier. J'ai pas le collier ami, mais j'ai un collier Plo pour donner le nom. Hein, d'accord. Qui me permet d'enregistrer les réunions, d'avoir des comptes rendus. Enfin voilà, c'est une petite IA portable. Ok, c'est très pratique. Là, ce qui me gêne, moi, c'est le concept de dire c'est un ami ou une amie. Oui, non, c'est extrêmement choquant. En fait, on n'assiste pas à une révolution technologique. On assiste effectivement à une potentielle révolution comportementale. Et c'est vrai que ça interpelle socialement. Donc, évidemment, pour toutes les raisons, c'est un non majeur et catégorique. C'est très questionnant, par ailleurs, parce qu'on l'a tout le temps sur soi. Donc, toute cette donnée qui est captée, on est finalement sous surveillance permanente. Est-ce qu'on peut parler de consentement éclairé? C'est des questions qui sont ouvertes aujourd'hui et qui sont effectivement inquiétantes. En même temps, elles vous ont fait rire, les pubs dans le métro, pleurer, ou elles vous ont énervé, vous? Honnêtement, il fallait comprendre déjà qu'on parlait bien de ça, parce qu'au début, ça fait vraiment un site de rencontre. C'est vrai. Honnêtement, ça donnait... moi, les premières impressions que j'ai eues dans le métro, j'avais l'impression que c'était un nouveau service de rencontre. C'est vrai. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que ça fait réellement. Je pense que c'était l'effet voulu. Hein. Oui, je pense qu'il fallait aller sur fred.com aussi, aller sur le site et regarder. Exactement. Moi, ce que je trouve... effectivement, je comprends le point de vue, Angélique, que tu as sur les personnes en fragiles et en dépendance. Moi, j'ai le point de vue inverse, parce que je trouve que ça favorise une dépendance cognitive qui est beaucoup plus dangereuse que l'aide que ça peut apporter. Peut-être que l'aide, ça peut être apporté par des outils qui s'inspirent, mais qui sont moins intrusifs. Mais moi, je trouve qu'on change complètement le biais de la relation humaine. On a un outil qui capte tout, non seulement les sons et les images, mais les émotions, les discussions, les interactions. On n'est plus sur des données personnelles, on est sur des données intimes.
Et c'est plus ça que je trouve dérangeant. Ça crée aussi, on est devant un ami qui vous donne aussi la perception du monde, qui vous apporte tous ces biais sur la perception du monde et sur... ou qui conforte nos propres biais, parce que Exactement, c'est qui quand même la plutôt ça. tendance naturelle. Ouais. ou qui aussi vous donne une vision de l'intelligence humaine qui est extrêmement biaisée pour moi. Ouais. Tes amis humains et tes partenaires humains ne sont pas suffisamment bons. Moi, je suis beaucoup plus efficace, donc tu n'as pas besoin d'eux. Et je trouve que ces biais cognitifs, pour moi, sont beaucoup plus dérangeants. Effectivement, il y a toutes les questions... Sommes-nous des amis défaillants, en fait, c'est ça? Ça, c'est une grande question. Et je suis d'accord qu'on a effectivement la partie juridique dont on a échangé juste avant l'émission, notamment où vont les données, pourquoi elles sont utilisées. L'usage commercial, c'est un de ceux qui me ferait moins peur. Ce qui me ferait plus peur, c'est l'usage algorithmique. Comment on utilise ces données collectées pour influencer de manière totalement invisible notre perception du monde, des humains, mais aussi sociétale, au global. Julien? On se demande comment tourner le monde en l'absence de toutes ces gadgets numériques. Et comment on arrivait à gérer les personnes en situation de perte d'indépendance, par exemple, ou perte d'autonomie. Non, mais blague à part, effectivement, sur le plan de la conformité au RGPD, je m'interroge énormément parce que c'est, de l'aveu même des concepteurs de ce pendentif, il y a un enregistrement en continu. Or, l'enregistrement en continu, sauf parce que le RGPD a été modifié récemment et auquel cas je n'aurais pas été au courant, c'est considéré comme un usage disproportionné. Donc, a priori, ça me paraît non conforme à notre législation en vigueur actuellement. Au-delà de ça, ça dit quelque chose... C'est la seule réserve, Julien? Non, ça dit quelque chose de l'état de la société et peut-être même de façon accentuée ces dernières années dans les grandes métropoles ou auprès de la jeunesse. C'est un espèce d'isolement renforcé par les outils numériques, en vérité. C'est pour ça que je rejoins plutôt Margarita en la matière. Je pense que c'est quelque chose qui peut aggraver un problème qui est déjà sous-jacent, où les gens s'enferment dans leur bulle et finalement interagissent avec des choses complètement virtuelles, maintenant des amis virtuels qui vont évidemment être extrêmement condescendants avec eux, qui ne vont que faire renforcer leur biais de perception préexistant. Et ça dit quelque chose de la société. Je veux dire, on construit une société par justement l'interaction entre les différentes compétences, les différents points de vue, les différentes sensibilités aussi humaines. On ne la construit pas en isolant les autres d'autrui, parce que voilà, une société sans altérité, c'est pas une société en vérité. C'est une adjonction d'individualité, mais en vérité, ça produira rien de bon sur le long terme. J'en suis convaincu. Et si ces outils-là contribuent à nous isoler davantage, ils participent au problème. Peu importe qu'il puisse y avoir une demande derrière. Mais le futur, je pense, de ces wearables hier, ça va jouer sur deux critères. Donc, c'est la confiance absolue qu'on évoque et en même temps l'utilité réelle. Donc, mais c'est vrai qu'on voit déjà, il y a déjà des biais énormes sur l'utilisation. On parle d'amis, mais il est déjà question de partenaires, même de vie. Dans certains pays, c'est le cas. Donc, la frontière a été franchie, très clairement. J'invite tout le monde à lire le rapport international sur la sécurité de l'IA, édition 2026, qui a été préparé par un groupe d'experts sous la direction de Yoshua Bengio. On y découvre notamment l'ensemble des risques systémique pour la société. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir commenté ces actualités avec moi. Angélique Gérard, présidente de la STEM Academy, Margarita Zlatkova, directrice monde du développement chez Citag, et Julien Pillot de l'INSEC, enseignant-chercheur en économie. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On sera aussi en direct à 10h45 pour commenter l'actu. Mais avant ça, je vous retrouverai lundi sur la chaîne Bismarck pour d'autres discussions sur la tech.